Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, implanté ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'élection présidentielle qui va se tenir le dimanche 25 octobre prochain. En début d'émission consacrée à l'agriculture, nous avons recueilli quand même le point de vue des agriculteurs des invités sur ce plateau, sur comment se porte l'agriculture aujourd'hui. On a écouté les deux invités, bien entendu, on devrait écouter aussi les Ivoiriens. Oui, car effectivement, Babilas, comme les personnes qui sont sur ce plateau, les Ivoiriens sont également, quasiment tous, liés de près ou de loin à l'agriculture. Ils ont également leur mot à dire et nous leur avons donné la parole. Écoutons-les, on se retrouve juste après pour discuter de tout cela sur ce plateau. On produit, on ne gagne rien. On produit, on ne gagne rien, tout sort d'ici. Les planteurs sont malheureux. Donc essayez de voir. Si vous financez les planteurs, l'agriculture va avancer. Sans les moyens, les producteurs ne pourront pas arriver là où ils veulent. Parce qu'on a à chaque gouvernement, à chaque président, c'est à l'approche des élections, on fait les yeux doux aux producteurs. Parce qu'on sait que les producteurs sont un poids essentiel ici en Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que c'est regrettable et puis vraiment c'est dommage. Déjà que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en tête dans tous ces côté arnaque, côté café, cacao, il faut sensibiliser la jeunesse. La jeunesse, il faut introduire la jeunesse dans toutes les structures. Et l'avenir de ce pays, le feu, Félix Houphouët-Boigny nous a toujours dit que l'avenir de ce pays battait à la jeunesse. Il faut une banque agricole, une banque indépendante agricole. Si on veut réussir dans le domaine de l'agriculture en Côte d'Ivoire, la banque s'occupe uniquement de tout ce qui concerne l'agriculture. Ça peut réussir. À part ça, si les planteurs et puis les agriculteurs ne sont pas accompagnés, ça sera difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture moderne qui peut faire qu'on peut avoir un bon rendement. Pour une bonne agriculture en Côte d'Ivoire, il faut qu'elle soit mécanisée. C'est-à-dire qu'il faut mettre à sa disposition tous les instruments modernes, n'est-ce pas, pour lui permettre d'aller vite. C'est-à-dire les machines, les engrais, tout ce qui est en tout cas moderne. Il faut davantage professionnaliser le secteur agricole. Donc les travailleurs en milieu agricole ont besoin d'être accompagnés, créer un code spécial en matière d'agriculture. Donc toutes les personnes qui interviennent dans le domaine de l'agriculture ne sont pas forcément des salariés en fait. On est de retour, on a entendu pas mal de choses, un résumé, on veut banque de l'agriculture, on veut beaucoup plus d'accompagnement. Monsieur Douka, je me tourne vers vous, dites-nous quel devrait être le rôle de l'État et comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire? Ben écoutez, quand il y a eu les programmes d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire, M. Ouattara y était quand il y a eu ce programme d'ajustement structurel, on avait demandé à l'État de se retirer, de jouer un rôle régalien. Le rôle régalien, c'est quoi? C'est le contrôle, les taxes et tout ça. Et puis, laisser les choses se faire du point de vue libéral. Dans le secteur du café-cacao, on a eu l'impression que le gouvernement est parti pour mieux revenir. Je ne peux pas comprendre que moi, à Divo, je produis, je n'ai pas la possibilité directement de vendre mon cacao à l'extérieur. Il faut que je passe par une coopérative, il faut que j'ai un agrément, il faut que j'ai ceci, cela. Mais enfin, nous sommes dans un pays d'économie libérale. Ce n'est pas l'anarchie, mais c'est une économie libérale. Qu'on nous laisse aller. Aujourd'hui, vous avez des producteurs qui ont des enfants, qui ont maîtrise de tout ça. Ce sont ces enfants-là qui sont capables aujourd'hui de créer de la richesse pour leurs parents. On ne voit pas ça. On nous grippe. Alors, je voudrais simplement dire qu'il y a trois choses. Il y a l'argent, il y a les hommes et il y a la terre. Nous n'avons pas d'argent. Les hommes sont là. La terre existe. Alors, il faut aller au financement de l'agriculture. Le financement de l'agriculture va nous permettre de nous libérer de ce chantage des transporteurs. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas de quoi nous transporter nos produits. On nous fait du chantage. Dès que la campagne de cacao, ils augmentent les prix. Ils font du chantage. Or, nous avons des denrées périssables. Ça n'a rien à voir avec le coton. Il ne faut pas qu'on nous parle du coton. Le coton n'a rien à voir avec le cacao. L'anacarde n'a rien à voir avec le cacao et tout. Donc, ce pays a été fait de manière régionale, avec, par derrière, des instituts de recherche. Je vous parlais de ces fondamentaux. C'est ça.
C'est ça l'agriculture, c'est le plus fort en Afrique. Mais justement, on va poser la question à M. Koulibaly. Alors, est-ce que l'État est capable de jouer uniquement ce rôle régalien? Est-ce que l'État est capable de laisser les agriculteurs, les producteurs se prendre en charge? Bon, d'abord, je voudrais relever une contradiction. Je m'excuse dans ce que vient de dire M. Douka. Il parle du programme d'ajustement structuré qui préconisait justement la libéralisation. Et bon, au passage, il a cité que M. Ouattara était là. Bon, je crois que ce n'est pas passé inaperçu. Mais je voudrais rappeler que c'est avec M. Ouattara que cette réforme dit justement on ne peut pas laisser les choses comme ça, puisqu'on a bien vu que la libéralisation, pour la libéralisation, on a vu le résultat que cela a produit. Donc vous avez désormais, dans le cadre de la réforme, vous avez une structure de gestion, mais paritaire, entre l'État et le secteur privé, notamment les représentants des producteurs. Donc, et c'est ça, et c'est cette caisse, c'est cette gestion paritaire entre l'État qui nous amène à avoir les résultats que nous avons. Vous êtes d'accord que ça devrait être paritaire, mais ça ne l'est pas vraiment? Non, vous savez, la gestion... Les gens là-bas ne sont pas décidés par nous. Vous avez des gens là-bas qui sont décidés parce qu'ils sont politiciens, ils sont ceci, cela. Reprenez le conseil de gestion. Reprenez le conseil de gestion, même si vous le reprenez. Si vous prenez, il n'y a pas que les producteurs, je vous en prie. Il y a les banquiers qui sont autour de la table du conseil d'administration du conseil du CAFCAO. Il y a les transformateurs qui sont autour de la table. Donc ce sont les acteurs de la filière. C'est vrai qu'en ce qui concerne les producteurs, de façon transitoire, 2 d'entre eux ont été désignés en attendant que l'interprofession de la filière soit mise en place. Parce que c'est l'interprofession qui doit elle-même désigner leurs représentants au sein du conseil d'administration du conseil du Café Cacao. Donc on n'est plus dans un système libéral comme par le passé. Cette réforme, justement, emprunte à l'ancienne caisse stable et à la libéralisation les dispositions pertinentes. Donc en matière de gestion, c'est une gestion paritaire. Deuxièmement, quand on dit qu'on a fait un prix fixe, ce sont des prix, donc ce ne sont plus, on n'a pas laissé le marché agir comme ça, on fait des ventes anticipées et après on fait des ventes spot. Sur cette base-là, on fait des moyennes et on arrive à servir un prix stable aux producteurs. Donc M. Douka, c'est bien sous le régime de M. Ouattara qu'on a mis quand même, on a tempéré les effets néfastes de la libéralisation. C'est ce que je voulais simplement dire. Je vous en prie, M. Douka. Monsieur Douka, je vous en prie. Voilà. Monsieur Okou, dites-moi précisément. Monsieur le ministre, on reviendra à vous tout à l'heure. Vous auriez voulu qu'il y ait cette libéralisation, mais est-ce que vous êtes préparé à pouvoir assumer si on vous libère toute la filière? Mais je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de parité dans la gestion. La réforme sur le café cacao est une réforme de spoliation. J'ai ici le décret. Sur 12 membres du conseil d'administration du conseil, il y a 6 membres qui représentent l'État. C'est comme si l'État était propriétaire des plantations et des produits agricoles. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a que 3 producteurs sur 12 membres du conseil café cacao. Ce n'est pas normal. La gestion, la bonne gouvernance veut que dans un conseil d'administration, on soit majoritaire quand on est majoritaire au capital social. Les propriétaires de produits agricoles sont minoritaires dans ce conseil. C'est une preuve de mauvaise gouvernance. Monsieur Okou, et si vous laissez le ministre répondre sur ce point-là précisément? Sur ce point-là précisément. Oui, mais non, avant qu'il ne réponde sur ce point-là, il a dit beaucoup de choses sur lesquelles je vais revenir aussi. Juste ce point. Oui, et puis après, vous me repassez la parole. Ne vous en faites pas. Ah non, il ne faut pas me couper, parce que vous ne l'avez pas coupé. Il faut qu'on gagne en temps. Non, il faut qu'on gagne en temps, mais on ne vous a pas coupé. Au moment où je parle, vous me coupez, je vous demande. Non, je vais vous dire d'abord, c'est juste pour ne pas faire de la parité. Vous savez, j'ai dit, c'est une gestion paritaire entre l'État et le secteur privé. Et vous êtes 6 au conseil d'administration sur 12. Donc c'est moitié-moitié. Simplement, il n'y a pas que les producteurs. Sur les 6 membres du secteur privé, vous avez 3 qui sont des producteurs. Vous avez les banques qui sont représentées. Vous avez les assurances, les assureurs qui sont représentés. Et vous avez surtout les transformateurs qui sont représentés. Merci, on ne peut pas faire un conseil d'administration, on ne peut pas gérer une filière de cette nature sans eux. Je vous en prie. Laissons monsieur Okou. Je vous en prie. Oui, non, mais je vais terminer. J'aurai l'occasion. S'il y a bien, heureusement. Oui. Monsieur le ministre, Pascal Avingessa, qui le représente, a été Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est lui qui a mis en place les réformes de la libéralisation qui ont produit ce que nous savons. Mais M. Douka a raison. Parce que cette libéralisation conduite par Afingessa, et je suis sérieux quand je le dis, c'est lui en tant que Premier ministre qui a mis en place le fonds de régulation,
le fonds de développement et l'autorité de régulation. Monsieur le ministre, laissons monsieur Okoufie. Monsieur Okoufie, allez-y, vous avez la parole. C'est celle-là la vraie spoliation. Je vous en supplie. Monsieur le ministre. Je ne me fais aucun complexe par rapport à ça, parce que je vais vous expliquer que c'est vous qui avez provoqué ça. Et j'arrive là-dessus. Mais je dis, dans un conseil d'administration, il parle des banquiers d'assurance. C'est un représentant. Ils ont des intérêts divergents avec les producteurs. Absolument. Et ça, c'est ça la spoliation. C'est-à-dire on organise les choses de façon à ce qu'on mette ensemble des gens qui ont des intérêts divergents. L'État n'a pas pour rôle de gérer des filières agricoles, même si elles sont importantes. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner, c'est d'encadrer. Et c'est comme ça que l'État s'immisce. On va revenir dessus. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit, est-ce que vous, producteurs, vous étiez préparés, vous êtes outillés à pouvoir prendre le secteur si c'était libéralisé? Je ne suis pas là pour représenter les producteurs. Je représente le candidat Pascal Affi-N'Guessan. Oui, mais est-ce que les Maintenant, producteurs qu'est-ce que Pascal Affi-N'Guessan propose? C'est ça, c'est sur ça que je peux intervenir. Mais je ne suis pas là, je suis fils de producteur, mais je ne suis pas là pour représenter les producteurs. Il faut que cela soit clair. Alors, je dis que le gouvernement actuel a navigué à vue. Et j'ai les preuves. La loi d'orientation, on en a parlé. J'ai le décret instituant les nominations des membres du conseil d'administration du conseil Café Cacao. Ils sont 6 qui représentent l'État comme s'ils étaient propriétaires du café. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, je ne va pas revenir là-dessus. Là-dessus, je voulais dire ce que le ministre a dit. Il dit aujourd'hui, une personne sur 2 dans le milieu rural, je vous renvoie au rapport de la Banque mondiale, fin 2013, 62,5%. Le taux de pauvreté en milieu rural. Alors, les enquêtes que vous avez faites dans lesquelles vous trouvez 50%, bon, moi, je voudrais les sources. Parce que c'est vrai que les chiffres, et les gens publient les chiffres. On voulait investir 1100 milliards dans l'agriculture. Le PNIA, c'est un document. Mais qu'est-ce qui a été fait dans le PNIA? Il faut que le ministre le dise. Avant que monsieur le ministre le dise, on va prendre un peu, s'il vous plaît, je vous... Non, c'est pas possible que vous preniez la parole. On viendra à vous. Mais le problème, c'est que... Monsieur Tanou va nous en vouloir. Monsieur Tanou, répondez à la question de Marie-Angèle. Enfin, que je n'ai pas encore posée, en l'occurrence. Il faut bien sûr laisser monsieur Tanou s'exprimer. Alors, le rôle de l'État sur cette question. Très bien. D'un côté, on a une personne qui dit que l'État est surreprésenté et a le monopole. De l'autre côté, on évoque une gestion paritaire. Quelle est votre opinion? Oui, madame. Mon opinion, je veux dire, s'aligne sur ce qui se dégage sur ce plateau. Parce que nous avons ici le représentant des producteurs. Et il a dit clairement que l'État s'est approprié la filière pratiquement, puisque l'État prend des décisions sans consulter les agriculteurs. Donc vous appuyez ce qui a été dit. D'accord, non, je n'ai pas fini. C'est-à-dire que non, vous avez vu qu'ils ont pris tout le temps et moi je les regardais. Oui, mais voilà, mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que, vous voyez, aujourd'hui, tout ce qui se passe sur le plateau est à l'image de la Côte d'Ivoire. L'agriculture, c'est ce dont nous parlons maintenant sur l'agriculture, j'allais dire c'est en aval. Mais en amont, il y a les problèmes des terres. J'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, c'est passé pratiquement... Voilà. Ne vous en faites pas. C'est la prochaine piste. Ok, voilà. Donc, allons-y pour dire que l'État a un rôle régulateur. L'État doit encadrer les producteurs en créant le cadre, en créant les conditions pour que l'activité puisse se dérouler. J'allais dire dans les meilleures conditions. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. On va continuer. Monsieur le ministre, et si on faisait un tour chez le représentant des producteurs rapidement? Oui. Vous savez, moi, je représente mes pères ici. Je ne suis pas venu pour caresser les gens et nous faire de la polémique. Je suis bien content que le représentant de M. Affi-N'Guessan soit là. Je l'ai rencontré, M. Affi-N'Guessan, quand il était Premier ministre. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez choisi certains et vous avez laissé d'autres? En l'occurrence, Père son âme, Cissé Lociné. On les a choisis dans quoi? On les a choisis comme étant les représentants unanimes des producteurs. Et a fait des erreurs, M. Affi-N'Guessan. Je ne voulais pas en parler. Mais il ne faut pas aussi qu'on raconte des histoires aux Ivoiriens, parce que nous avons vécu ça. Toute la série des CCC, c'est quoi? C'est quoi CCC?
FGCC, Fonds de garantie, le Fonds de régulation du café cacao et tout ça. Et puis dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous disons que tout ça, nous n'en voulons plus. Nous voulons qu'on nous donne et qu'on puisse agir comme dans la banane. Pourquoi pas? Mais ce que l'État dit, c'est que lorsqu'on vous donne, vous gérez mal. C'est pas vrai. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Vous avez bien géré à l'époque où on vous a donné? Je dis que quand on nous a donné, le président Gbagbo a dit, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le donne. Ceux qui ont été choisis, ils ont été choisis, ils n'ont pas été décidés par la base. On leur a donné des conseils. Ce sont mes frères. Dedans, ce sont des jeunes frères. Ils ont donné des conseils. Mais l'argent rend fou. Ils ont fait n'importe quoi. Donc ils ont mal géré? Ils ont mal géré. Vous reconnaissez que c'est l'État qui doit prendre ce rôle? Il ne faut pas que l'État se base sur ça. C'est trop facile. Ah, mais on doit en tenir compte. L'État dit, bon, on doit en tenir compte, d'accord. Mais alors en ce moment-là, qu'on fasse le bilan de cette... On n'a pas fait le bilan. Qu'on s'asseye. Moi, j'aurais bien aimé que fassent ces états généraux. Qu'on sache qui a fait quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, nous, on n'a pas besoin d'aller devant les juridictions. On veut qu'on nous dise la vérité. C'est ça. Or, on ne nous dit pas la vérité. Et puis on dit, oh, vous avez mal géré. On ne peut plus vous donner. On nous infantilise. On continue à nous infantiliser. Alors qu'il y a des gens dedans là qui n'ont pas de niveau supérieur à nous. Alors, il faut arrêter ça. Monsieur non, vous étiez aux affaires, vous n'avez pas, de l'avis de M. Douka, vous n'avez pas été quand même autrement brillant non plus. Non, mais j'ai été interpellé. Non, j'ai été interpellé. Non, je ne peux pas. Non, mais j'ai été interpellé. Non, ce ne soit pas comme ça. J'aurais dû donner la parole à M. le ministre tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. J'ai donné la parole à M. Douka d'abord, ça tourne la parole. Mais il m'a interpellé. Non, bien entendu, vous l'avez été interpellé aussi tout à l'heure. Non, je n'ai pas interpellé. Ah si, vous dites que vous n'êtes pas le représentant des producteurs, vous êtes le représentant de votre... Donc, moi, je vous tous là, vous tous, c'est moi qui dois savoir qui fait quoi et qui est choisi. C'est moi, c'est pas vous. Monsieur le ministre, vous avez la parole. D'abord, fondamentalement, à commencer par Houphouët-Boigny jusqu'à le président Ouattara, ces pays, ces deux messieurs sont des libéraux fondamentaux, le président Ouattara, vous savez très bien. Simplement, la libéralisation opérée par, la réforme opérée par Afin Guessan, les résultats sont connus. Et le principe, c'était la libéralisation. Et comme a dit M. Douka, on partait du principe que ce sont les producteurs eux-mêmes qui allaient avoir la gestion de leur filière. Mais comme il l'a dit, malheureusement, ce ne sont pas les représentants réels des producteurs qu'on a trouvés à l'arrivée. Je m'excuse, le président du conseil d'administration du FRC, qui était le fonds de régulation, c'est l'épouse d'Afin Guessan, qui était Premier ministre, qui l'a positionné là. Est-elle productrice? Elle a prisé le conseil d'administration. De toute façon, on ne va pas revenir sur le passé parce qu'il est très douloureux. Il y a eu beaucoup de gâchis et je pense que c'est terminé par des procès et ce n'est pas le moment d'en reparler. Première chose. Deuxièmement, dans la réforme opérée par M. Ouattara, c'est que vous avez les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Nous avons une croissance constante du prix qui est servi aux producteurs sur la base de 60%. Je peux rappeler que pendant la réforme, en moyenne, on tournait autour de 500 francs le kilo sur les années de la réforme. On est passé à 725, puis 750, puis 850, et aujourd'hui 1000 francs. C'est vrai, le marché est pour quelque chose, mais c'est la bonne gestion aussi. 60% du prix. Deuxièmement, la qualité marchande de nos produits sont améliorées de plus de 40%. Ce sont les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Allez interroger les producteurs, sont-ils oui ou non satisfaits parce que leur revenu s'est accru. Ils avaient un revenu annuel de 1000 milliards, c'est passé maintenant à 1656 milliards. Que veut un producteur? C'est de gagner davantage sa vie. La réforme à Afin Guessan nous a conduit à quoi? Un délaissement du verger. Nous, on avait une décote sur le marché international. Figurez-vous, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, et ça, sont les résultats de la réforme à Afin Guessan. Je m'excuse que M. Okou, d'ailleurs qui a été par le passé au ministère de l'Agriculture, que je connais très bien, qui était un collaborateur de mon ancien patron, le ministre d'État Amadou Gon, on va parler de ce qu'il a pu faire lorsqu'il avait la charge. Ah oui, de parler de la question du foncier rural, Monsieur le ministre. Je vous en prie. Et justement, je me tourne vers vous. Je sais bien évidemment, Monsieur Okou, que vous allez vouloir réagir au propos, mais tout de même, il va falloir que vous me laissiez poser ma question concernant le foncier rural en Côte d'Ivoire. Alors effectivement, vous avez soulevé un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations et de problématiques. Le foncier rural pénalise effectivement l'évolution de l'agriculture dans l'économie ivoirienne. Quel état des lieux en faites-vous? Mais avant de revenir sur le foncier rural, non, parce qu'il faut situer les choses. Oui.
En tout cas, je vous préviens que s'il dit quelque chose qui nécessite une réponse, on va y aller. Non, mais sérieusement, s'il dit quelque chose qui parce qu'on ne peut pas oublier la rébellion qu'ils ont amenée en Côte d'Ivoire. Non, ne dites pas ça. Non, il faut qu'on explique les choses. Là, on parle d'agriculture, monsieur. Oui, on parle de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez parler d'agriculture? Oui, je parle d'agriculture. Parlons d'agriculture. Il y a des facteurs exogènes à l'agriculture qui ont une importance, un impact important sur l'agriculture. Allez-y rapidement. Très rapidement, je veux dire, les réformes du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, les réformes en elles-mêmes n'ont pas échoué. Il faut qu'on le dise. Nous, dans notre philosophie au FPI, l'État doit accompagner les producteurs, non pas se mettre à la place des producteurs. Et c'est dans ce cadre-là que toutes les structures ont été créées dans un cadre d'expérimentation. Ça a été créé en 2002. Et quelques instants après, mais quand ça a été créé, il y avait une réunion avec le gouvernement et les responsables de ces structures, toutes les semaines, pour éviter, parce que c'était une initiative nouvelle, pour éviter tout dérapage. Et puis il y a eu le 18 septembre 2002. À partir de là, c'est à eux qu'on a confié le ministère de l'Agriculture. Et toutes ces rencontres pour éviter les dérapages, toutes ces rencontres ont été supprimées. Vous assumez. On est rentré dans un gouvernement de sortie de crise que tout le monde va assumer. Vous ne venez pas ici dire les programmes, comment on appelle ça, la réforme à Affi N'Guessan a échoué. C'est vous qui l'avez fait échouer. Maintenant, vous avez rétabli la vérité. Maintenant, répondez à la question de Marie-Angèle Mena. Merci. Sur le foncier rural. Oui, non, mais on a le temps de le dire. Monsieur Okou, je vous en prie, répondez à la question. Parce que les téléspectateurs qui nous regardent ont envie d'écouter ce que vous avez à dire concernant le foncier. Monsieur Douka, s'il vous plaît. Monsieur, je vous en prie. Le foncier rural. Vous avez posé tout de suite une question pour savoir si l'agriculture n'est pas bien, pourquoi on a des augmentations de production de 15%, et vous avez donné un certain nombre de pourcentages. Oui. J'avais voulu réagir par rapport à ça. Il y a deux facteurs qui peuvent contribuer à l'augmentation de la production. L'extension des superficies. Depuis l'avènement de M. Ouattara, les forêts classées sont occupées. Et ça sert de terre de production. Ça, personne ne peut le nier sur le plateau. Premier point. Premier point. Le deuxième point, le foncier rural, ils avaient prévu dans leur programme. Parce que le programme de M. Ouattara pendant la campagne, ce n'était pas le PENIA. J'ai le programme de gouvernement Vivre Ensemble ici. Et dans ce programme, vous aviez prévu 12,5 millions de terres cadastrées. Vous êtes à combien aujourd'hui? C'est ça aussi la problématique. Maintenant, le foncier rural, il n'est pas extensible à souhait. C'est pour ça que nous parlons d'une agriculture productive. Parce que si on fait l'extension pour avoir la quantité de production, un jour viendra où on n'aura pas de terre. Alors, il faut intensifier la production. Il faut créer les conditions de façon à ce que l'agriculture soit productive. Merci beaucoup, M. Okou. Là, vous avez suffisamment de temps de parole. Hein. Vous avez rétabli toutes les vérités. Mais non, pas vous, Monsieur le ministre. Monsieur Tanou, alors par rapport au foncier rural, justement, quelle est votre lecture de la manière dont c'est fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on doit avancer? Alors, déjà au niveau du diagnostic, il faut reconnaître que le problème du foncier rural, s'il n'est pas maîtrisé, risque d'être un problème, disons une bombe à retardement. Cela est dû au fait que, après les crises successives que la Côte d'Ivoire a connues, aujourd'hui, nombreux sont nos parents dont les terres ont été dépossédées par les vainqueurs de la guerre. Souvent même qui ne sont pas des Ivoiriens. Et nos parents ont dû quitter ces terres pour se rendre chez des parents ou au village. Et ces terres sont occupées par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais est-ce que ces personnes-là les mettent en valeur? Bon, ces personnes les mettent en valeur d'une autre manière. Parce que ce qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas la mettre en valeur comme si c'était à vous. Je veux dire quoi? Quelqu'un a 20 hectares de plantation. À l'issue de la guerre, un étranger arrive, il prend... S'il arrive à exploiter 5 hectares, lui, c'est déjà satisfaisant pour lui. Est-ce que vous voyez? C'est déjà satisfaisant pour lui parce qu'au début, il n'avait rien. Et donc, si rien n'est fait, d'abord, ces problèmes de foncier vont créer des conflits entre des personnes, mais cela va influencer
négativement la production. Merci beaucoup. Et justement, M. Douka, il parle au futur, mais effectivement, ce problème de foncier rural a déjà créé parfois des conflits, justement, entre propriétaires de terres, enfin, entre agriculteurs notamment. Quelle observation avez-vous faite concernant cela? Comment pourrait-on résoudre cette question-là rapidement? Bon, cette loi a été votée sous M. Bédié, sous la présidence de M. Bédié, le 23 décembre 1998. Ensuite, il y a eu le coup d'État. Cette loi est restée sans que, sur le terrain, on informe suffisamment les populations. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité. Personne ne peut dire aujourd'hui, même quand ils sont allés à Makoussi et tout ça, tout le monde était d'accord pour ça. C'est une bonne loi. Ce qui gêne certaines personnes, c'est qu'on dit que ne peut être propriétaire de la terre, il faut être ivoirien pour être propriétaire de la terre. Or, ça a été apprécié de différentes manières. Et ça a provoqué des conflits pour des gens qui étaient là déjà sur plusieurs générations. Ce n'est pas les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants doivent être, avec le rôle régalien de l'État, mis devant la loi, puisque cette loi existe toujours. Maintenant, les propriétaires ne sont pas allés pour obtenir leur droit de propriété. Certains l'ont fait. Mais la majorité ne l'ont pas fait. Je parle des propriétaires terriens. Ils auraient dû aller le faire. Ils ne l'ont pas fait, de telle sorte qu'on a redonné encore 10 ans pour qu'ils puissent rattraper cela. Donc, aujourd'hui, depuis le gouvernement Bédié jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de formation et d'information vers les propriétaires terriens et les producteurs, que ce soit ivoiriens ou non ivoiriens. Il n'y a pas eu ça. Ensuite, on n'a pas formé aussi les juges, les magistrats, parce que c'est eux. Aujourd'hui, vous avez près de 5000 affaires au tribunal du plateau qui attendent, mais les magistrats ne savent pas comment ils vont juger et ça pose des problèmes. Et c'est effectivement c'est quelque chose qui est là et qui est une bombe à retardement. Je suis venu sur ce plateau et je suis gêné parce que le foncier rural, c'est une source de problèmes. Mais en même temps, j'avais dit c'est notre berceau, c'est notre garde-manger. Peut-être que le ministre Koulibaly a des solutions par rapport à cela. C'est notre... Bon. C'est vrai que le ministre Koulibaly a des solutions, monsieur le ministre. Avec votre permission, je voudrais quand même prendre un peu de temps, parce que ça, c'est un sujet très délicat. On va finir là-dessus. Voilà, sur le foncier, c'est un sujet très délicat. D'abord, s'agissant de la loi. Le tableau n'est pas si noir qu'on veut le faire, qu'on le peint. La première chose, c'est que nous, dans notre pays, comme dans la plupart des États africains, nous avons hérité des textes de la colonisation qui régissent le domaine urbain comme le domaine rural. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à avoir légiféré dans ce domaine-là aujourd'hui, qui a une loi, et M. Douka le disait, et cette loi tire son inspiration des lois coutumières. Ok, c'est une loi consensuelle. Et d'ailleurs, pour l'adopter, les équipes parlementaires sont allées sur le terrain pour recueillir l'aspiration de la volonté des populations. Et c'est sur cette base que la loi a été finalisée. Ça, c'est pour la loi. Pour sa mise en œuvre en 1998, vous savez que depuis 1999, notre pays a connu des soucis. Et ce n'est qu'après la crise post-électorale de 2011 que maintenant nous allons rentrer dans une phase active de mise en œuvre de cette loi. C'est vrai. À chaque fois, à cause de la crise, qu'on a formé des gens pour cette loi, après, il faudrait reprendre. Aujourd'hui, les financements aussi n'étaient pas conséquents. Et je suis heureux d'annoncer sur le plateau là, que grâce au concours des partenaires financiers, notamment l'Union européenne, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un financement pour mettre la loi à échelle à partir de 2016 jusqu'en 2019. Donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui pose problème sur le terrain? Nous avons une loi. Cette loi a des décrets d'application. Il y en a 4 au total, 15 arrêtés d'application. Les sous-préfets sont instruits. Les comités villageois sont installés un peu partout. Ce qui pose problème, c'est que quand quelqu'un veut avoir de la terre, plutôt que d'aller faire un arrangement avec un soi-disant propriétaire terrien, il vaut mieux aller voir le sous-préfet. Ou bien quand vous possédez une terre, que vous voulez la louer ou la vendre, plutôt que de le faire avec quelqu'un, vous devez aller
passer par le sous-préfet. Si tout le monde respectait cela, la loi s'appliquerait et on allait éviter les conflits. D'ailleurs, c'est la raison fondamentale qui a poussé l'État à dire, écoutez, on ne va pas continuer de nier longtemps le droit coutumier parce qu'il s'applique parallèlement avec le droit moderne qui disait que toutes les terres appartenaient à l'État. Ce qu'il faut simplement rationaliser le droit coutumier en faisant en sorte que tous ceux qui prétendent exercer des droits coutumiers fassent constater par les pouvoirs publics selon les termes de la loi, et en ce moment-là, on vous donne un certificat. Et comme dit M. Douka, je vous assure qu'il y a de la mauvaise foi de part et d'autre. Aussi bien de la part de ceux qui vendent la terre, en réalité, ce ne sont pas les vrais propriétaires, et il a parlé tout à l'heure des gens qui sont dépossédés, je regrette. Suite à la crise, beaucoup se sont déplacés, c'est vrai, mais leurs parents restés ici se sont fait passer pour les propriétaires terriens et ont loué ou vendu ces terres à d'autres acquéreurs. Et ceux-là aussi, ce n'est pas toujours qu'ils sont de bonne foi, parce que eux, ce qui les intéresse aussi, c'est de commencer à exploiter une terre. Donc, en résumé, si les uns et les autres, et bon, maintenant, le problème de la sensibilisation et de la communication sur la loi est permanent. Donc, il a raison, on peut continuer d'intensifier la sensibilisation pour que tout le monde sache que désormais, sur les terres rurales, tout comme dans le milieu urbain, il peut arriver à l'idée de personne d'aller construire une maison sans avoir un minimum de documents. Merci. Il faut qu'on en arrive à cela dans le milieu rural. Il y a désormais une loi qui doit être appliquée et c'est notre rôle de continuer la sensibilisation. Merci beaucoup, M. Coulibaly. Le débat se poursuit sur ce plateau, mais sur le terrain aussi. La campagne électorale se poursuit. On va prendre les nouvelles du terrain, Marie-Agel. Car nos correspondants, M. Okou, est-ce que vous me permettez de lancer le journal de campagne? Merci. Alors, chers téléspectateurs, nos correspondants, nos envoyés spéciaux sont sur le terrain. Ils vous font, à leur manière, vivre cette campagne électorale à travers des meetings et différentes activités de candidats. Nous nous retrouverons juste après sur ce plateau pour poursuivre ce débat houleux. Bienvenue au journal de campagne. Jacqueline Claire Kwangwa poursuit la mobilisation des électeurs pour une victoire au soir du 25 octobre 2015. En visite à Kwebo, dans le département de Tumodi, la candidate a promis aux électeurs la construction d'un marché central et d'une banque agricole. Olivier Kona. Jacqueline Kwangwa à la rencontre des populations du département de Tumodi, au centre de la Côte d'Ivoire. Elle s'est rendue dans le village de Kwebo pour expliquer aux hommes et femmes la politique qu'elle compte mener une fois élue pour développer la région. La candidate indépendante souhaite bâtir un projet de société qui pourra répondre aux aspirations de toutes les couches de la population. Opératrice économique, Jacqueline Kwangwa connaît les réalités des Ivoiriens. Je connais déjà les problèmes. Nous allons demander au chef de terre qui va nous donner un très bon espace pour qu'on puisse construire un très bon marché. S'il y a le marché, il faut mettre l'argent dans une banque fiable au niveau de Kwebo ici. Donc il faut une grande banque. On met 2 milliards pour les femmes et les jeunes à Kwebo pour travailler. Mais si on a fait tout ça, là, il faut la sécurité. Il faut une gendarmerie. Il faut la police. Il faut l'armée. Ça sera fait à Kwebo. Jacqueline Kwangwa demande le soutien des femmes de Côte d'Ivoire. Elle a des solutions pour améliorer leurs conditions de vie et plus particulièrement les femmes évoluant dans le commerce au marché. Le 25, si elles me votent, tous leurs besoins seront résolus. D'abord, elles disent qu'elles voudraient une femme au pouvoir parce qu'elles sont fatiguées les autres. Ensuite, avoir des financements pour leurs projets. Et puis aussi organiser le marché parce qu'elles sont à même le sol. Et à l'intérieur de ces marchés, on fera des crèches pour qu'elles puissent déposer leurs enfants. À Kwebo, comme dans toutes les localités qu'elle a sillonnées, Jacqueline Kwangwa a exhorté la population à retirer les cartes d'électeurs afin d'opérer le choix du changement au soir du 25 octobre. Dans la ville de Man, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le candidat Charles Konan Banny a présenté aux électeurs son programme pour le développement de la Côte d'Ivoire. Charles Konan Banny estime qu'il est important aujourd'hui de consolider les acquis de la réconciliation. Serge Kofi. Charles Konan Banny à Man, dans la région du Tongpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À son arrivée, il est allé voir les chefs de village et de canton. Le candidat qui se veut héritier de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny souhaite une fois élu transformer la région. Le département de Tongpi, aussi appelé la région des 18 montagnes, est connu pour ses potentialités minières. Charles Konan Banny promet une fois élu développer ce secteur. Mais sa priorité, c'est la réconciliation des Ivoiriens. Ce que nous voulons, c'est une Côte d'Ivoire démocratique, ouverte, pacifique. Parce qu'au bout du compte, et vous verrez sur les affiches, nous sommes tous frères. Au bout du compte, nous avons à préserver un acquis. Au bout du compte, nous devons parfaire la construction de la société ivoirienne. Au bout du compte, nous devons sauver ensemble
notre pays. C'est pour ça que ma devise, c'est un nouveau pacte de confiance dans une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est ce que je propose à tous les Ivoiriens. Je souhaite que nous soyons ouverts à ce que dit l'autre, même si on n'est pas d'accord. Charles Konan Banny continue sa marche vers la présidence ivoirienne. Il a axé sa campagne sur la nécessité de rendre justice aux victimes de la crise post-électorale de 2011. La question suscite encore un vif intérêt au sein de la population. À Marcory, le candidat du RHDP est allé à la rencontre des chefs traditionnels et communautaires. Alassane Ouattara a promis, une fois élu, la valorisation de la place des leaders communautaires dans la société ivoirienne. Notre envoyé spécial El Adjendia, il a suivi pour vous. À Anoumambo, face au chef traditionnel Atchan, Alassane Ouattara a promis aux électeurs une Côte d'Ivoire émergente et heureuse. En campagne électorale, le candidat du RHDP a écouté les nombreuses préoccupations des cadres et dignitaires. Alassane Ouattara a tiré un bilan positif de ces 5 années passées au pouvoir, notamment en ce qui concerne la consolidation de la paix et la réconciliation. Il nous a confié la réconciliation. Nous sommes conscients. Je crois que les chefs dans chaque région vont se mettre au travail pour que cette réconciliation soit effective. Et nous acceptons ce que le président a dit. Nous les chefs, nous allons prendre cette réconciliation à bras le corps pour que la Côte d'Ivoire soit totalement réconciliée. En mai 2015, Alassane Ouattara avait déjà rencontré les chefs traditionnels de la communauté Atchan. Les préoccupations de cette communauté ethnique ne sont pas différentes de celles de chaque Ivoirien. Emploi pour les jeunes, paix et stabilité. Pour les partisans du candidat du RHDP, la victoire au soir du 25 octobre est déjà acquise. Au soir du 25 octobre, non, je crois que Ado aura la victoire, largement la victoire. Ce sera un coup KO. Il n'y a pas de problème en cela. Nous, aujourd'hui, ce qu'on compte, c'est le pourcentage. Hein, le pourcentage qui nous intéresse. Sinon, la victoire, ça, c'est déjà acquis. La campagne électorale se poursuit en Côte d'Ivoire et s'achève le 23 octobre. Alassane Ouattara, qui a déjà parcouru les villes du nord, de l'ouest et du centre de la Côte d'Ivoire, consacre ses derniers jours de mobilisation à l'électorat d'Abidjan et environ. À Yopougon, Nyangbo Kakou a fait connaître son plan en faveur des jeunes, de l'emploi et de la scolarisation. Le candidat indépendant a fait connaître les axes principaux de son programme de société pour la Côte d'Ivoire. La jeunesse, une priorité pour le candidat Nyangbo Kakou. En meeting devant les jeunes de la commune de Yopougon, Nyangbo Kakou a fait connaître aux électeurs ses priorités une fois élu à la magistrature suprême. L'emploi des jeunes, la lutte contre le chômage et la délinquance juvénile, la valorisation de l'excellence à l'école sont pour le candidat des défis à relever. Pour moi, l'emploi, c'est la base. Si on ne règle pas le problème de la base, on met la Côte d'Ivoire en difficulté pour les années futures. Donc c'est ce problème de base que Nyangbo Kakou veut résoudre. Il n'y a pas autre méthode. Si on ne règle pas le chômage aujourd'hui, on met la Côte d'Ivoire en crise perpétuelle. Le combat de Nyangbo Kakou pour les jeunes Ivoiriens a démarré en 2011, date à laquelle il est élu député pour la première fois aux élections législatives en tant qu'indépendant. La jeunesse ivoirienne n'a jamais été considérée. Comment vous pouvez concevoir que dans un pays à 35 ans, 40 ans, on appelle quelqu'un petit? À 35 ans, 40 ans, on l'appelle mon petit. C'est que la jeunesse n'a jamais été considérée. La jeunesse a toujours été marginalisée et ça ne peut pas continuer. C'est ce qui me révolte, qui me pousse à vouloir prendre les rênes et diriger les rênes de ce pays. Nyangbo Kakou a 53 ans et candidat des jeunes veut se mettre au service des jeunes une fois porté à la tête de la magistrature suprême au soir du 25 octobre. À Abidjan, le patronat ivoirien a reçu le candidat du Front populaire ivoirien. Pascal Affi-N'Guessan a fait savoir aux chefs d'entreprise qu'une fois élu à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, il fera baisser les coûts de production pour les entreprises. Pascal Affi-N'Guessan tient à rassurer les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. S'il est élu président de la République, il va créer un environnement favorable aux affaires. Il veut des entreprises performantes pour un pays prospère. Il fera baisser le coût des facteurs de production pour que les entreprises gagnent en compétitivité. Cela passe également par la réhabilitation des infrastructures. Il est partisan de la réduction de la pression fiscale et de l'élargissement de l'assiette de l'impôt. Il s'engage à régler la dette intérieure et faire du secteur privé la colonne vertébrale
du développement du pays. Une attention particulière sera accordée aux PME, petites et moyennes entreprises. Il faut que les PME d'abord aient accès au crédit. C'est une des difficultés majeures des PME. Il faut qu'elles puissent aussi bénéficier d'un encadrement, d'un soutien institutionnel à travers tout ce que l'État peut faire pour qu'elles puissent tenir des comptabilités, puissent mettre ensemble des moyens, puisqu'elles puissent accéder aussi au marché public, que les quotas du marché public soient accordés aux PME pour qu'elles soient viables. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire se réjouit des échanges avec les candidats à l'élection présidentielle. C'est l'occasion d'exprimer les préoccupations du secteur privé et de connaître la politique économique des candidats. Il y a à l'intérieur du patronat des partisans de tous les candidats. Donc il s'agit surtout pour nous de comprendre leur programme et les réponses qu'ils peuvent apporter à nos préoccupations. Et là, chaque candidat nous dit qu'il va tout faire pour qu'il travaille avec le patronat. Nous sommes satisfaits. Pascal Affi-N'Guessan compte mettre l'accent sur la sécurité des personnes et des biens. La transparence sera de mise dans les procédures judiciaires. L'administration sera modernisée pour mieux servir le secteur privé. C'est pourquoi il demande le soutien des chefs d'entreprise dans sa quête de la magistrature suprême le 25 octobre. Toute l'équipe d'Africa 24 vous remercie d'avoir suivi ce journal de campagne. À très bientôt pour un nouveau numéro. Nous disons merci à Franck Dauphiné et à tous les reporters pour ce journal consacré à la campagne électorale. La campagne, ça se poursuit encore sur ce plateau parce que nos invités sont toujours là. Marie-Angèle Touré, et pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, qui sont nos invités d'aujourd'hui? On va les représenter effectivement, Babilas. Alors nous sommes en compagnie de Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture, mais représentant sur ce plateau du candidat Alassane Ouattara. Nous sommes également en compagnie de Christophe Auguste Douka, membre de l'Association nationale des producteurs de Côte d'Ivoire. Zago Paul Okou représente le candidat Pascal Affi-N'Guessan, il est également sur ce plateau, ainsi que N'Guessan Jean-Baptiste Tanou, représentant du candidat Kouadio Siméon Conan. Pour les toutes dernières minutes de cette émission, nous allons surtout demander aux candidats ce qu'ils attendent du nouveau président. Et d'abord, la parole est à monsieur qui représente les producteurs ici, monsieur Douka. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous attendez du nouveau président? Ce que nous attendons de celui qui sera élu, enfin, du président, nous espérons un président qui aura une oreille attentive et qui sera réellement imprégné des réalités de l'agriculture. Vous voyez, comparaison n'est pas raison. Nous avons été habitués, nous, les enfants d'Oufoué, à quelqu'un qui était pétri dans la terre, qui était un grand producteur, qui a été en avance sur son temps. Et puis on se retrouve avec une suite de présidents qui ne sont pas à son niveau. Donc, nous, c'est comme si ils nous donnent à manger, mais on a toujours faim. Aujourd'hui, c'est la libéralisation effective. Ce n'est pas on the lips, sur le bout des lèvres, une libéralisation effective. Il y a les hommes, il y a les femmes pour cela. Il ne faut pas qu'ils nous infantilisent. Nous sommes capables de nous prendre en charge. Qu'ils nous appellent, qu'ils nous disent, bon, prenez votre affaire, dites-nous seulement comment vous allez le faire pour que nous puissions avoir un regard régalien pour vous accompagner. Enlevez-nous tous ces taxes, toutes ces redevances et tout ça, et puis faites-nous les taxes que vous faites à l'EVA, les taxes que vous faites à l'ananas. Et puis laissez-nous. Nous-mêmes, nous allons faire notre sachérie. Puisqu'il y a une redevance sachérie, on n'a jamais assez de sacs. Hein? Il y a toutes ces choses-là et on n'est pas satisfait. Enfin, jouez votre rôle régalien et puis lâchez-nous. C'est tout ce que nous demandons. Au Cameroun, ils sont lâchés. Ils ont des usines. Eux-mêmes, ils se sont pris en charge. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Moi, le président m'a envoyé là-bas pour regarder comment se passaient les choses avec les Bamileke. Aujourd'hui, les Bamileke, ils ont leur coopérative, ils ont tout. Ils ont leur banque. Alors, M. Douka, nous avons entendu vos revendications. M. Coulibaly, alors, on va être dans la perspective. Hein. Que comptez-vous faire pour régler un certain nombre de problèmes en matière de foncier rural, en matière de subventions, d'encadrement des agriculteurs, des producteurs, de conservation, par exemple, des productions, hein, qui pourraient justement booster l'économie ivoirienne? Que comptez-vous faire sur tous ces points?
Merci. Je pense que, premièrement, s'agissant de la gouvernance du secteur, il faut bien rappeler que au lendemain des indépendances, c'était l'État interventionniste. Ça produit des résultats. Sur les premières décennies, on a parlé du miracle ivoirien. Mais l'État était présent dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. Ce sont les faits. Après, comme il l'a dit avec le programme d'ajustement structurel, l'État s'est retiré. Et puis, il y a eu le déclin. Alors, après l'examen, pour nous, c'est très clair. Ce n'est pas le principe de libéralisation qui est remis en cause. Simplement, le retrait de l'État devrait être supplié par un secteur privé qui a des capitaux suffisants pour investir dans le secteur agricole, pour soutenir l'investissement, puisque l'État n'y investissait plus. Deuxièmement, il fallait que les organisations professionnelles agricoles soient suffisamment structurées, aux capacités renforcées pour prendre le relais. Évidemment, si ces deux conditions ne sont pas réunies, toutes les réformes qui ont suivi dans le cadre de la libéralisation ont connu des limites. L'angle d'attaque aujourd'hui, c'est de réformer cette gouvernance, d'attirer les capitaux privés, d'aider les organisations professionnelles agricoles en renforçant leurs capacités. Et M. Douka, je peux vous assurer, l'État ne va pas s'éterniser dans les filières, mais on a bien vu dans la gestion paritaire, nous avons eu des résultats. Ce sont les résultats qui importent, ce ne sont pas les moyens, mais ce sont les résultats que les gens jugent à la fin. En ce qui concerne le foncier, la mise en œuvre, comme je vous ai dit, le foncier souffrait d'un manque de financement. Mais bien sûr, sur la décennie qui s'est écoulée, on n'a pas connu de conditions favorables à la mise en œuvre de cette loi. Donc nous avons commencé la mise en œuvre de la loi, en effet. D'ici, avec le financement de l'Union européenne, nous pourrons délimiter la moitié des terroirs ivoiriens avec ce financement. Vous savez que quand vous délimitez le terroir, vous simplifiez déjà, c'est-à-dire vous réglez les problèmes de contestation en deux terroirs. Et en ce moment, les délimitations à l'intérieur des terroirs sont plus faciles. En ce qui concerne les subventions. Et vous finissez là-dessus, si vous en prie. Oui. Oui, sur le foncier, vous voulez dire? Oui, sur le foncier. Elle m'a posé plusieurs questions, ce n'est pas la peine de répondre à toutes les questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, je voulais dire simplement que sur le foncier, la mise en œuvre, on doit être pragmatique. Pour nous, déjà, toutes les terres qui sont exploitées doivent régulariser leur situation en allant faire constater le droit de propriété, le droit coutumier qu'ils exercent sur ces terres pour qu'on leur délivre les documents. Désormais, nous avons assujetti la mise en place de nouveaux projets à la clarification préalable des questions foncières. En résumé, ce que nous voulons, c'est ce qui se passe dans le domaine urbain, que désormais plus personne ne s'aventure dans le domaine rural sans un minimum de documents. Et que ceux qui détiennent les terres et qui veulent les exploiter pour leurs propres besoins ou qui veulent les louer ou les céder, ne le fassent pas par eux-mêmes. Désormais, il y a des règles qu'il faut qu'ils passent par les sous-préfets. Et ce sont les sous-préfets, c'est le comité villageois qui vont statuer et délivrer les documents. Monsieur Okou, vous allez intervenir sur deux points essentiels. D'abord, on n'a pas beaucoup parlé de transformation ici, mais apparemment, si on prend le domaine du cacao, le cacao seulement, apparemment 9% de la production est transformée aujourd'hui. Ce qui reste bas, quand bien même le gouvernement veut aller à 75%. Mais vous, si votre candidat était élu, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la transformation? Et ensuite, vous allez me dire, par rapport au foncier, ce que vous auriez préconisé si vous étiez élu. Si le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, et je sais qu'il va être élu, parce que au-delà de l'agriculture, ce n'est pas la publicité, la campagne là, qui va voter. Pascal Affi-N'Guessan sera le nouveau président. Ceci étant... C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. Ceci étant, ce que je voudrais dire, s'il est élu président, je prends les viacultures, toutes les taxes qui aggravent la situation des viaculteurs, la taxe 7500 sur les plantations industrielles, la TVA qu'on ne payait pas quand dans vos recettes, vous avez 30% d'exportation. Au moment où les cours baissent, nous ne comprenons pas que l'État asphyxie les acteurs de la filière. Parce que quand les cours baissent, c'est un danger qui vient vers les acteurs. Ceux qui dirigent l'État ont l'obligation de protéger les acteurs de la filière. Mais ce n'est pas le cas. On asphyxie les aviculteurs. C'est pour ça que j'étais revenu sur un point pour dire la sachérie, et je suis d'accord avec M. Douka. Ceci étant... Faites des propositions. Non, des propositions... S'il est élu, qu'est-ce qu'on fait? On supprime toutes les taxes qui viennent d'être mises dessus, les 5% sur le chiffre d'affaires, la TVA qu'on ne payait pas quand on a 30% de ses recettes, les 7500
qui sont une taxe par hectare qu'on prélève sur les plantations industrielles dès que le Premier ministre Afin N'Guessan est élu. Il supprime ça. Une rencontre avec les acteurs de l'hévéaculture pour voir comment on fait face à ce danger. Ensuite... Maintenant, parler du foncier. Du foncier, oui. Du foncier. Avant d'arriver même au foncier, je veux dire, la réforme sur le café cacao, je suis bien d'accord avec M. Gyuka, même si on ne va pas revenir sur la libération totale, mais ce n'est pas de la parité. Les producteurs qui sont propriétaires des produits devraient être les majoritaires dans le conseil café cacao. Ça, c'est une certitude. Dès que le Premier ministre... Le foncier. Parce que je m'apprête à vous arracher la parole déjà. Oui, dès que le Premier ministre Afin N'Guessan est élu sur le foncier, il faut faire la délimitation. Parce que la modernisation de l'agriculture commence par l'immatriculation des terres. Et donc, c'est une obligation, une concertation avec les géomètres experts et les services de l'agriculture pour aller très vite dans la délimitation des terroirs. Voilà notre approche de la chose. Monsieur Okou, justement. Alors, Monsieur Tanou, en matière de foncier rural et en matière de transformation, que compte faire votre candidat s'il est élu? Alors, le candidat Konan Kwadju Siméon, que je représente ici, concernant le foncier rural, ne fera rien d'autre que l'application de la loi de 1998 sur le foncier rural, que monsieur le représentant des planteurs a évoqué tout à l'heure. Et donc, c'est ce qu'il fera. Concernant la transformation... Pas révisé, hein? Aucune révision. Aucune révision. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer parce que cette loi a été votée par la majeure partie des Ivoiriens. Et donc, il faut y aller. Le foncier même. Voilà. Non, on a la transformation. Voilà. Sur la transformation, vous voyez, il est inconcevable qu'un pays qui est premier producteur agricole depuis 1960, jusqu'à ce jour, n'ait pas la capacité de transformer ses produits. Tout à l'heure, le journaliste a dit que le cacao est transformé à hauteur de 9%. Mais c'est insignifiant. Il va falloir... Quelle est votre approche pour pouvoir transformer? Oui, pour pouvoir transformer, il faut créer des unités industrielles. Pour pouvoir transformer ne serait-ce que 50% de cette production. Merci beaucoup. Oui, mais il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Encore 10 secondes. Oui, 10 secondes. Ça dit quoi? Il est inconcevable qu'on n'ait pas de flotte maritime pour transporter ces produits agricoles. Je m'en voudrais de ne pas le dire sur ce plateau. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, qui avait une flotte maritime, cette flotte a été vendue à... Donc vous allez la reconstituer. Il faut reconstituer cette flotte immédiatement pour pouvoir transporter ces produits agricoles. Merci beaucoup. Monsieur Douka, c'est vous qui aurez la responsabilité de conclure cette émission parce que vous aurez entendu beaucoup de personnes, des propositions ici, vous aurez l'occasion de... Mais c'est le ministre qui prend la parole d'abord. Alors, c'est le ministre qui prend la parole parce que c'est des partisans. Vous êtes tous partisans et monsieur Douka ici, non pas en tant que partisan. C'est pourquoi je dis, c'est lui qui va conclure l'émission. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, d'abord, très rapidement sur le VA. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une taxe sur le VA en 2012, excusez-moi. Et cette taxe, c'était 5% effectivement du chiffre d'affaires, mais si les cours mondiaux sont au-delà d'un certain seuil. Cette taxe a été appliquée une seule année. Et l'année qui a suivi, le seuil du prix cap n'a plus permis d'appliquer la taxe. Donc c'est zéro de taxe appliquée dans l'EVA au niveau de la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires à cause des cours mondiaux. Deuxièmement, la TVA est collectée. C'est vrai. Voilà, la TVA est collectée. C'est vrai que maintenant, il faut très rapidement faire en sorte que les industriels puissent avoir les ressources sur la base des TVA collectées. En ce qui concerne la transformation, la transformation, c'est vrai, tout le monde sait que pour transformer, il faut une unité d'industriel, il ne suffit pas de le dire. C'est pour ça que le programme national d'investissement agricole crée le cadre pour attirer l'investissement privé. C'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, le président de la République l'a lancé. Vous savez, ce que nous avons fait jusqu'ici, il faut passer à l'étape de la transformation accélérée de nos produits agricoles. Ça va être désormais le chantier du président Ouattara au deuxième mandat. Merci. En ce qui concerne... Merci, monsieur le ministre. Je suis désolé, on a épuisé le temps. Ok, d'accord. Monsieur Douka, vous avez écouté plusieurs propositions. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que la filière agricole a de beaux jours devant elle? Vous savez... On nous promet beaucoup de choses, mais sur le terrain, on ne voit pas. Et surtout, après la campagne présidentielle... On vous oublie? On nous oublie.
C'est le bêta électoral. Voilà les acteurs qui sont là. Oui, dites-le bien. On nous oublie. On ne nous appelle pas. Or, qu'est-ce que nous voulons? C'est nous qui les séparons. C'est le monde rural, le monde agricole qui fait les révolutions, mais qui les apaise aussi. Et c'est ça. Je donnais seulement une chose que nous avons la cuvette d'huile ici et l'autre d'eau là, et il y a le feu. C'est nous qui tenons. Donc si ça brûle, demain c'est vous. Ici, quand c'est calme encore, c'est vous. Mais oui, mais nous, à chaque fois que ça brûlait, ça n'a pas été nous, parce qu'on a eu beaucoup de morts parmi nous. Dans les 3000 là, qu'on a dit, mais il y en a eu plus. Dans nos contrées, on a plus souffert de la guerre. Donc nous sommes des gens de paix. Mais nous voulons vivre librement de ce que nous produisons. Et je ne suis pas satisfait. J'allais dire que ce qui a été dit, je ne suis pas satisfait. Vous n'allez quand même pas noter les gens qui non, se sont prononcés ici. Je ne suis pas satisfait. Oui, de quoi? Parce que pendant toute la campagne, la seule fois où on nous a parlé, c'était aux Journées nationales du cacao et du chocolat. Or, là-bas, il n'y avait que les producteurs de cacao et de chocolat. Mais le monde agricole est vaste. Il y a le coton, il y a l'EVA, il y a l'anacade et tout. C'est pour ça que je dis que le prochain président doit réunir tout le monde agricole et faire les états généraux de l'agriculture. Monsieur Douka, merci. Voilà, nous ne sommes que mercredi, la campagne finit vendredi nuit. Peut-être qu'ils auront encore le temps de se rattraper. Hein. En tout cas, vous avez entendu le mot d'ordre des producteurs. Marie-Angèle, c'est le temps de dire merci à nos invités. Donc on va vous dire merci. Mamadou Sangafoua Coulibaly, vous représentez le candidat Alassane Ouattara d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Christophe Auguste Douka, membre de l'Association nationale des producteurs de Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, Zago Paul Okou, représentant du candidat Pascal Affi-N'Guessan pour vos interventions sur ce plateau. Et enfin, merci à vous, Monsieur N'Guessan Jean-Baptiste Tanou, représentant du candidat Kouadio Siméon Conan, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, chers invités. Marie-Angèle, de quoi allons-nous parler demain? Un autre sujet qui intéresse fort les Ivoiriens, puisqu'il s'agit de la réconciliation et de l'unité nationale. Nous aurons de nouveaux invités sur ce plateau pour en débattre. Merci beaucoup, Marie-Angèle. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On devrait avoir une autre émission tout à l'heure, non, Marie-Angèle? Présentée par Thierry Ngogang et des experts qui vont décrypter cette émission qui vient de se dérouler. Je pense qu'ils auront beaucoup de choses à dire. Ne partez surtout pas. On vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À tout à l'heure.